Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé Sport de Caprol, société suisse de vente de matériel de sport et de rééducation de qualité. Profite du présent en préparant l'avenir. Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé Sport de Caprol. Aujourd'hui, nous allons reparler de la réadaptation cardiaque, épisode 2 avec Marisa Azevedo. Bonjour Marisa. Salut Juliette. Est-ce que tu peux brièvement te représenter pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 ? Je suis physiothérapeute, je travaille à l'HRC, ici à Rena, et je suis une des référentes en réadaptation cardiaque. Je fais le CAS à la HG. Peux-tu nous expliquer à quoi sert le cœur ? Quelle est sa fonction ? Oui, alors le cœur, c'est la pompe de notre organisme qui va jouer un rôle très très important dans la circulation sanguine. Donc il va permettre au sang de venir oxygéner tous nos organes. Et ça pendant toute notre vie, d'où l'importance qu'on travaille bien. C'est le principe du moteur en fait. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'anatomie du cœur ? Le cœur, c'est un gros muscle qu'on a à l'arrière du sternum qui bat constamment involontairement. Donc, il est enveloppé, comme un sac. Il y a deux enveloppes qui permettent les mouvements normaux du cœur. Ensuite, après cette paroi-là, on a le myocarde. C'est la partie principale du muscle, ce qui fait les contractions. Et plus à l'intérieur, on a ce qu'on appelle l'endocarde. Tout ce qui est à l'intérieur, les parois internes de notre cœur. Donc il a différentes couches. Exact. Et puis apparemment, il a aussi différentes cavités. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes cavités du cœur ? Donc on a ces trois couches. Et puis le cœur, il a deux parties, même si c'est un gros muscle, deux cavités, dans le ventricule droit et le ventricule gauche. Deux oreillettes aussi de chaque côté, avant l'entrée de ces cavités des ventricules. Et on a aussi les grosses artères qui permettent que le sang passe vers les poumons et tout l'organisme. Le cœur, il a aussi 4 cavités, 4 chambres cardiaques. L'ensemble est une pompe qui va permettre la circulation du sang. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, nous expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça ? Oui, les 4 chambres cardiaques, donc tu te réfères aux oreillettes qui sont au niveau supérieur de notre cœur et les ventricules, un peu plus inférieurement. Qu'on a d'un côté droit de ce cœur qui va recevoir notre sang qui est pas riche en oxygène, désoxygéné, qui va entrer par les veines caves dans l'oreillette droite. Une fois qu'il est dedans, cette oreillette elle va se contracter pour entrer dans le ventricule droit et là il va ressortir vers le poumon pour aller se renouveler, donc bien s'oxygéner et revenir des poumons vers le cœur gauche et d'ici après aller dans tout l'organisme, enrichir notre tissu en oxygène pour qu'on puisse avoir un bon fonctionnement. Ok, donc il permet vraiment l'oxygénation des tissus. C'est un peu un système de recyclage. Le sang arrive désoxygéné dans le cœur et revient oxygéné dans le cœur pour repartir dans la circulation générale. Exactement. Pour pouvoir nous nourrir. C'est tout un travail de coordination, donc tout un tas de structures dans ce cœur, des oreillettes, des valves qui se ferment, qui s'ouvrent, justement quand elles se ferment pour empêcher le reflux dans le mauvais sens, d'autres qui s'ouvrent pour que ça passe dans le bon sens, c'est incroyable. Donc on peut avoir quand même passablement de dysfonctions cardiaques qui peuvent entraîner des soucis assez importantes. Okay. Oui, exact. En physiothérapie, souvent, vulgairement, on dit que la réadaptation cardiaque, c'est muscler le cœur. C'est un petit peu généraliste, mais en fait, la réadaptation cardiaque, vous, ça correspond à quoi ? Vous musclez quoi ? C'est quoi vos caractéristiques ? Comment vous travaillez ? En réadaptation cardiaque, on travaille le cœur. Une fois qu'on sollicite le cœur, on est en train de travailler tout notre système cardiovasculaire. Il n'y a pas que le cœur, il y a
tout le restant des muscles, la circulation, tout est travaillé. Mais une fois qu'on le sollicite, eh bien, on le rend plus performant. C'est-à-dire, on voit les grands sportifs, par exemple, on parlera peut-être plus tard de la fréquence cardiaque. Au repos, ils ont une fréquence cardiaque plus basse, justement, parce que leur cœur, il est en bonne santé, donc il a besoin de battre moins vite pour apporter la même oxygénation dans tout l'organisme. Il est plus efficace, plus performant, donc il a moins besoin de battre rapidement. Rapidement. En fait, c'est représentatif. Quelqu'un qui est pas entraîné, il va commencer à courir un peu et au final, son pulse cardiaque va grimper directement. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'essayer de l'entraîner pour qu'il travaille moins à chaque effort. Donc, on voit à la fin du traitement, on voit leur fréquence cardiaque au repos qui est déjà plus diminuée qu'au début. Et à l'effort, pour un même effort en début de traitement, le ressenti, ils vont nous dire c'est plus facile. Et là, on pourra aller de l'avant, faire un peu plus. Quelque part, c'est l'entraînement du cœur qui sera plus performant, plus efficace. Mais au final, si l'environnement, si la musculature est aussi plus efficace, l'environnement est favorable. Donc c'est toujours un peu un ensemble. C'est tout un travail. C'est pour ça qu'on fait du renforcement global. On travaille avec les APA chez nous. Eux, leur rôle, c'est de faire de l'entraînement, enfin du renforcement surtout. Mais il y a aussi le côté endurance. On fait sur des vélos, sur des tapis. On ne fait pas un travail de force, mais surtout un travail de mouvement sur le long terme. Justement, c'est ça aussi. Est-ce que c'est plus intéressant de travailler la force ou l'endurance? Est-ce qu'en fait, il y a un élément particulier qui prédomine par rapport à ces deux éléments? L'un va avec l'autre. Donc, si on n'a pas de force, on n'aura pas d'endurance. Et si on n'a pas d'endurance, on ne pourra pas vraiment être efficace quand on travaille la force. Donc les deux sont importants. Toujours la notion de globalité. Au final, il faut toujours travailler un petit peu de tout. Oui, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Au niveau de la fréquence cardiaque, souvent on parle de fréquence cardiaque maximale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette notion? Donc la fréquence cardiaque maximale, en théorie, et ça s'utilise de moins en moins, pour une personne en bonne santé, on faisait un calcul, mais ça c'est que de la théorie. Donc on faisait 220 moins l'âge pour trouver la fréquence cardiaque maximale qu'on pourrait atteindre. Cette théorie, elle s'utilise de moins en moins. La fréquence cardiaque maximale est individuelle à chaque personne. Donc il va l'atteindre quand il a atteint un effort maximal qu'il arrive à faire. Et à partir de là, on peut faire des entraînements et rester un peu en dessous de cette valeur-là. Oui, parce que comme tu le disais tout à l'heure, chacun a sa propre fréquence cardiaque. Et en plus, d'un point de vue individuel, ta fréquence cardiaque va varier en fonction de ta capacité physique, de ton entraînement. Donc au final, ta fréquence cardiaque varie si tu te réentraînes et que ou si tu es totalement sédentaire. Une personne sédentaire, exactement, c'est ce que j'allais dire, avec le même âge et le même poids qu'une personne sportive, sa fréquence cardiaque maximale ne peut pas être la même. Donc, et puis pour les gens qui ont eu des problèmes cardiaques, dans ce cas, c'est le cardiologue qui fait un test d'effort ou autre pour trouver sa fréquence cardiaque maximale et en entraînement, qui va nous donner les consignes de jusqu'où on peut aller avec ce patient-là. Donc c'est vraiment cas par cas. Chaque personne est différente et puis il faut qu'on se base sur des valeurs individuelles. On ne peut pas avoir un chiffre global. Dans le cadre d'un patient sédentaire, est-ce que tu peux nous expliquer au final qu'est-ce que tu fais comme exercice? Tu commences par quoi? Quelle est ton approche? Ça dépend. Comme je dis toujours, chaque personne est une personne. Si je vois un patient sédentaire obèse qui arrive à peine à marcher, par exemple, parce qu'il ne sort jamais de son fauteuil, il regarde la télé toute la journée, je vais lui proposer peut-être
de débuter l'entraînement sur un cyclo-ergomètre assis. Commencer par travailler doucement les jambes et progresser dans ce sens-là. Après des exercices avec des passes de ballon, assis aussi, progresser pour la marche, augmenter le périmètre de marche, compter le nombre de pauses qu'il doit faire pour un même périmètre, essayer de diminuer ses pauses au fur et à mesure et progresser dans ce sens-là. Il y a d'autres sédentaires qui bougent, qui font un peu de marche la journée et dans ce cas, je vais l'aborder autrement. On peut essayer de faire du tapis, mettre une pente plus élevée, travailler en endurance peut-être dans un premier temps, faire du renforcement avec des thérabandes. Tu connais des élastiques où on peut avoir plusieurs résistances et progresser aussi dans ce sens-là. Dans le cadre d'un sportif, par exemple, quelle serait la différence? Est-ce que tu peux je présume que tu ne ferais pas la même chose? Ah non, pas du tout. Les sportifs, souvent, on a deux cas principaux. Soit le grand sportif qui a peur parce que ça lui est arrivé quand il était en train de faire de l'entraînement, donc il a peur que ça lui arrive à nouveau, donc il va être très appréhensif. Donc dans ce cas-là, on va essayer de mettre ses activités à lui, de faire un entraînement dans son champ de confort, on va dire comme ça, et lui faire comprendre ses limites. C'est-à-dire, on a déjà les consignes du cardiologue, on va lui dire, écoutez, voilà, on a cette valeur-là, par exemple, je reparle encore de la fréquence cardiaque parce que ça, on l'apprend à chaque fois. Chez le cardiologue, vous avez atteint cette valeur-là, donc il nous dit qu'on peut aller jusque-là. On va s'entraîner, on va faire quelques séances comme ça, vous me dites comment c'est votre ressenti. Et au fur et à mesure, ce ressenti, il va être de plus en plus facile et on pourra progresser comme ça. Donc, lui faire connaître ses limites et progresser dans ce sens, avancer dans ce sens. Et lui donner confiance en lui aussi. Lui donner confiance aussi. Et on a le deuxième cas, qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé et n'accepte pas et donc veut continuer à avoir sa vie sportive normale. Et donc là, on lui explique sa mise en danger. Donc, il faut lui faire comprendre encore une fois où sont ses limites. Et il faut qu'il les regarde pour pas que son cœur souffre et pour pas qu'il ait une récidive. Et on va faire à peu près le même entraînement que le premier cas, mais avec un abordage différent. Donc le premier cas a peur, le deuxième cas n'a pas peur parce qu'il n'accepte pas la situation, mais eux, il faut qu'ils comprennent jusqu'où ils peuvent aller. Et là, on va utiliser la fréquence cardiaque maximale qui nous a été donnée par le cardiologue et aussi ses ressentis aussi, donc évoluer dans ce sens-là. C'est toujours un accompagnement individuel par rapport au patient et par rapport au vécu du patient. C'est ça. Quoi. Ouais. Comment vous voyez, vous objectivez le bienfait de cette réadaptation cardiaque en fin de session? Comment on le voit? Justement, c'est comme je t'ai dit, pour un même effort fait en début de traitement, le ressenti ne va pas être le même. Donc le patient il sera beaucoup plus à l'aise parce que cet effort il va être beaucoup plus facile et il verra qu'il arrive à faire beaucoup plus d'efforts en ayant moins de difficultés par rapport par exemple à l'essoufflement, par rapport à sa force musculaire, par rapport à son endurance parce qu'il arrive à faire par exemple le vélo plus longtemps. C'est ça qu'on voit en fin de traitement. Majoritairement, ils le ressentent tous ou pas? Parce que les patients ont tendance un petit peu à oublier l'état dans lequel ils arrivent. Ça arrive souvent, mais on a un tableau où on note à chaque fois plusieurs paramètres dans l'échelle de Borg. On pourra parler, si tu veux, aussi, c'est leur ressenti pour un effort déterminé, leur fréquence cardiaque à cet effort-là. On note à chaque fois et on leur montre
Ok. À la fin du traitement, on leur montre et ils arrivent à ah ouais quand même. Au début, c'était pas génial, hein. Et puis je leur dis, ben voyez, maintenant vous arrivez à faire ça et votre cœur il souffre moins parce il a même baissé sa fréquence cardiaque pour un effort plus élevé. Ouais, c'est Donc, bien parce qu'en fait, vous leur montrez, vous leur expliquez de façon chiffrée leur oui. évolution, comme quoi il y a eu du changement. Mais il y Quoi. en a d'autres qui le voient. Ils disent ah ouais, maintenant j'arrive à mieux respirer, j'arrive à aller en montagne sans trop m'essouffler. Donc ils reprennent une vie normale, on va dire, quasiment comme avant, mais en connaissant ses limites. Et ils font plus attention maintenant à leurs symptômes, parce que voilà, notre corps, il a une mémoire aussi, donc ils vont reconnaître s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est aussi important. Leur apprendre à être à l'écoute d'eux-mêmes au final. C'est ça, oui. Est-ce que tu aurais d'autres notions qui te paraissent importantes à communiquer par rapport à cette pompe, à ce cœur? D'autres informations importantes, bon, il n'y a pas que l'entraînement physique, hein. Ça c'est une partie très 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 importante qu'il ne faut pas oublier, mais il faut en prendre soin, il faut avoir une alimentation saine aussi, il faut diminuer le stress, il faut savoir se détendre parce que ça c'est hyper important aussi, donc je le dis à chaque fois. Et voilà, si on fait tout ça... Nous, les physiothérapeutes, vous travaillez au niveau physique, même si on travaille aussi plein d'autres choses en accompagnant le patient. Mais c'est vrai qu'à côté, la nutrition, l'hygiène de vie, le fait d'être bien dans son corps et dans sa tête, comme tu dis, diminuer le stress, la charge mentale, c'est quand même très important pour notre santé de façon générale. Quoi. Oui, et ça, on le connaît. Les gens qui sont pas bien moralement et qui sont tout le temps en stress, ils ont souvent des bobos. Ils ont souvent des petits soucis cardiaques. Donc au final, la grande conclusion, c'est toujours la même chose, bouger plus et essayer d'être heureux. Oui, oui. Merci Marisa. Mais avec plaisir, bonne journée. Merci et à bientôt sur le podcast Santé Sport de Caprol. Au revoir.